Je ne suis pas sûre qu'ils soient impopulaires, déjà. Et c'est pas une pirouette, c'est vraiment mon opinion. On dit les quartiers populaires sont impopulaires, on n'en parlait pas jusqu'à il y a peut-être une trentaine d'années pour voir large. Et depuis une trentaine d'années, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, effectivement, ils font la une des journaux, de la presse en général. Et effectivement, jusqu'aux années 90-2000, je dirais qu'on ne retenait que les faits divers et les mouvements de population pour parler des quartiers, que depuis, il y a eu une énorme effervescence culturelle, intellectuelle et sociale dans les quartiers, qui devient un lieu d'innovation. L'innovation correspond peut-être à une marge qui va immerger le centre, parce que les quartiers populaires se construisent par rapport à des centres-villes. On dit les centres-villes et les quartiers populaires qui seraient par essence, quand on pense à la région parisienne, à la banlieue, la petite et la grande couronne. Dans d'autres régions, par exemple, moi qui viens de l'île Roubaix-Tourcoing, les villes satellites autour de Lille, ou Marseille, les quartiers nord qui, eux, contrairement à d'autres territoires, sont au centre. On part de ce principe qu'ils seraient impopulaires. Je pense que le diagnostic est plus complexe. Voilà. Bien évidemment, les questions sociales qui trament le discours sur les quartiers existent, hein, le chômage, les discriminations territoriales, ethniques, voire culturelles, hein, puisque maintenant on superpose des entités comme musulmans, migration, quartier populaire, etc., etc., dans le discours pour stigmatiser ces aires géographiques. Mais on écrase une autre réalité française qui est celle des zones rurales, qui est, j'allais dire, une réalité beaucoup plus large, j'allais dire, au niveau géographique, voire démographique, mais qui est supplantée par cette mise au banc des accusés, mais aussi cette mise en avant de la figure des quartiers populaires. Et donc, vous le voyez aujourd'hui avec un contraste assez intéressant entre, par exemple, les prix pour la diversité dans les quartiers, les entrepreneurs des quartiers, la banlieue. C'est comme, j'allais dire, un marketing territorial qui vient côtoyer en même temps une stigmatisation territoriale. Et ce double mouvement, j'allais dire, d'une émergence des quartiers populaires sur le plan politique, mais aussi des idées et économiques, vient se frotter à ce fantasme d'un territoire de non-droit qui serait gangréné par le commerce souterrain des drogues, etc., etc. Donc je pense vraiment qu'on est dans ce double mouvement de représentation, parce que tout ça est une question de représentation qui vient être bousculée par des bouffées sociales assez difficiles, comme les émeutes de 2005. Plus proche de nous, on oublie simplement que cette mise en accusation des quartiers populaires, elle ne date pas de 2005, c'était déjà le cas, puisqu'on va commémorer le 30e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle date déjà des années 70-80, où ce mouvement de balancier, tantôt vers une valorisation des quartiers populaires avec la marche pour l'égalité, qui est un grand succès, qui est accueilli favorablement par les pouvoirs publics, et l'autre mouvement de balancier avec cette mise en accusation de certains marcheurs qui font la une des journaux pour des faits divers qu'on leur attribue, un mythe qui s'effondre de celui des quartiers qui était l'espoir de demain, etc. Donc on a toujours ce mouvement de balancier qui ne cesse de fonctionner depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui, dire que les quartiers populaires sont impopulaires, je répète, c'est une erreur. Ils sont populaires, mais continuent de faire l'objet de fantasmes et de représentations négatives, et bien évidemment sont l'objet de discriminations patentes, qui sont celles de l'emploi, bien évidemment, des transports, de l'accès à la culture, mais ce sont des problèmes qui vont tramer l'ensemble du territoire français, y compris pour des zones, j'allais dire, avoisinantes, qui sont celles des zones rurales, qui elles aussi sont concernées par cette relégation, quand relégation il y a, qui concerne les quartiers populaires. Donc voilà, j'aimerais simplement conclure là-dessus et dire que mon point de vue, mais je pense que mon point de vue s'appuie aussi sur une constatation sociologique, mais aussi une constatation en termes de représentation.
les quartiers populaires, au contraire, sont très populaires, si on veut jouer sur ce mot, sont très populaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à faire l'objet de stigmatisation, de discrimination, qu'elle soit économique ou ethnique, et que ce mouvement de balancier en termes de représentation corrobore le dynamisme des quartiers populaires, tout en corroborant également les discriminations dont les quartiers populaires continuent de faire l'objet. Alors j'ai pas d'ordonnance pour le mal qui toucherait les quartiers populaires, non, je dirais simplement que ce que je peux observer, puisque je n'ai pas de solution toute faite, c'est que il faut se méfier des représentations, notamment celles qui voudraient nous donner de manière caricaturale une définition homogène des quartiers populaires. Il n'y a pas un quartier qui ressemble à un autre quartier. Chaque territoire correspond à une géographie humaine qui est propre à l'histoire des régions concernées. Elle est souvent tramée par l'histoire des migrations, parce qu'effectivement les quartiers populaires ont été d'abord ceux des migrations interrégionales, et souvent les Auvergnats d'hier ont été remplacés par les Comoriens ou Algériens d'aujourd'hui. Et c'est avant tout une histoire, j'allais dire, sociale et une histoire ouvrière qui va, j'allais dire, définir les contours d'un quartier populaire. Et un quartier populaire de la banlieue de Toulouse n'est pas un quartier populaire de la banlieue lilloise. Et il faut être assez clair là-dessus, il n'y aurait pas des caractéristiques propres à ces quartiers populaires. On peut être un quartier populaire, mais en zone rurale. Parce que par essence, le quartier populaire concerne des populations qui le caractérisent, et ces territoires sont tantôt urbains, tantôt ruraux, et c'est cette opposition qu'on construit de manière factice entre l'urbain et le rural pour parler de quartier populaire qu'il faudrait peut-être continuer à déconstruire pour pouvoir appréhender des territoires qui ont des logiques territoriales qui ne sont pas les mêmes, mais dont les populations sont les mêmes. Elles sont les mêmes parce qu'elles appartiennent à la même histoire sociale, à la même histoire ouvrière. Elles sont confrontées aux mêmes difficultés de relégation territoriale. Elles sont confrontées, à la même amnésie mémorielle du point de vue de ce qui la constitue, ce qui en fait une richesse, c'est-à-dire son histoire urbaine ou rurale, son histoire de peuplement. Et cette histoire de peuplement, elle fait sa place à une mémoire, métissée, une mémoire qui tient compte des mouvements interrégionaux, mais aussi des mouvements migratoires qui sont souvent effacés au profit d'une construction, en creux, en opposition à ces centres-villes qui constitueraient le point d'orgue de ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait être, avec cette opposition, avec cette marge que serait le quartier populaire, qu'il soit rural ou urbain. Donc on est vraiment dans cette définition-là qui, moi, me semble à déconstruire. Ce qu'il faudrait faire, c'est déconstruire les imaginaires liés à ce qui caractérise ces fameux quartiers populaires pour les célébrer pour ce qu'ils sont, des quartiers de peuplement, mais aussi des quartiers qui mériteraient peut-être effectivement de continuer de faire l'objet de mobilisation politique et sociale pour mettre le plus possible un terme à ces discriminations diverses et variées que j'ai évoquées pendant cet entretien.